Bonjour, alors je vais continuer donc les liaisons dangereuses. Je suis rendue à la lettre 80, donc le chevalier d'Anceny à Cécile Volanges. Cécile, ma chère Cécile, quand viendra le temps de nous revoir? Qui m'apprendra à vivre loin de vous? Qui m'en donnera la force et le courage? Jamais, non, jamais je ne pourrai supporter cette fatale absence. Chaque jour ajoute à mon malheur, et n'y point voir de terme. Valmont qui m'avait promis des secours, des consolations, Valmont me néglige. Et peut-être m'oublie. Il est auprès de ceux qu'il aime. Il ne sait plus ce qu'on souffre quand on est éloigné. En me faisant passer votre dernière lettre, il ne m'a point écrit. C'est lui pourtant qui doit m'apprendre quand je pourrai vous voir et par quels moyens. N'a-t-il donc rien à me dire? Vous-même, vous ne m'en parlez pas. Serait-ce que vous n'en partagez plus le désir? Ah, Cécile, Cécile, je suis bien malheureux. Je vous aime plus que jamais. Mais cet amour qui fait le charme de ma vie en devient le tourment. Non, je ne peux plus vivre ainsi. Il faut que je vous voie, il le faut. Ne fût-ce qu'un moment. Quand je me lève, je me dis, je ne la verrai pas. Je me couche en disant, je ne l'ai point vue. Les journées si longues n'ont pas un moment pour le bonheur. Tout est privation, tout est regret, tout est désespoir. Et tous ces mots me viennent d'où j'attendais tous mes plaisirs. Ajoutez à ces peines mortelles mon inquiétude sur les vôtres, et vous aurez une idée de ma situation. Je pense à vous sans cesse, et n'y pense jamais sans trouble. Si je vous vois affligée, malheureuse, je souffre de tous vos chagrins. Si je vous vois tranquille et consolée, ce sont les miens qui redoublent. Partout je trouve le malheur. Ah, qu'il n'en était pas ainsi, quand vous habitiez les mêmes lieux que moi. Tout alors était plaisir. La certitude de vous voir embellissait même les moments de l'absence. Le temps qu'il fallait passer loin de vous m'approchait de vous en s'écoulant. L'emploi que j'en faisais ne vous était jamais étranger. Si je remplissais des devoirs, il me rendait plus digne de vous. Si je cultivais quelques talents, j'espérais vous plaire davantage. Lors même que les distractions du monde m'emportaient loin de vous, je n'en étais point séparée. Au spectacle, je cherchais à deviner ce qui vous aurait plu. Un concert me rappelait vos talents et nos si douces occupations. Dans le cercle, comme aux promenades, je saisissais la plus légère ressemblance. Je vous comparais à tout. Partout, vous aviez l'avantage. Chaque moment du jour était marqué par un hommage nouveau, et chaque soir, j'en apportais le tribut à vos pieds. À présent, que me reste-t-il? Des regrets douloureux, des privations éternelles, et un léger espoir que le silence de Valmont diminue, que le vôtre change en inquiétude? 10 lieues seulement nous séparent, et cet espace si facile à franchir devient pour moi, seul, un obstacle insurmontable. Et quand, pour m'aider à le vaincre, j'implore mon ami, ma maîtresse, tous deux restent froids et tranquilles. Loin de me secourir, ils ne me répondent même pas. Qu'est donc devenue l'amitié active de Valmont? Que sont devenus surtout vos sentiments si tendres, et qui vous rendaient si ingénieuse pour trouver les moyens de nous voir tous les jours? Quelquefois je m'en souviens, sans cesser d'en avoir le désir, je me trouvais forcée de le sacrifier à des considérations, à des devoirs. Que ne me disiez-vous pas alors? Par combien de prétextes ne combattiez-vous pas mes raisons? Et qu'il vous en souvienne, ma Cécile. Toujours mes raisons cédaient à vos désirs. Je ne m'en fais point un mérite. Je n'avais pas même celui du sacrifice. Ce que vous désiriez d'obtenir, je brûlais de l'accorder. Mais enfin, je demande à mon tour, et quelle est cette demande? De vous voir un moment, de vous renouveler et de recevoir ce serment d'un amour éternel. N'est-ce donc plus votre bonheur comme le mien? Je repousse cette idée désespérante qui mettait le comble à mes maux. Vous m'aimez, vous m'aimerez toujours, je le crois, j'en suis sûre. Je ne veux jamais en douter. Mais ma situation est affreuse, et je ne puis la soutenir plus longtemps. Adieu, Cécile. Paris, ce 18 septembre 1700, blablabla. Lettre 81. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. Que vos craintes me causent de pitié. Combien elles me prouvent ma supériorité sur vous. Et vous voulez m'enseigner, me conduire? Ah, mon pauvre Valmont, quelle distance il y a encore de vous à moi. Non, tout l'orgueil de votre sexe ne suffirait pas pour remplir l'intervalle qui nous sépare. Parce que vous ne pourriez exécuter mes projets, vous les jugez impossibles. Être orgueilleux et faible, il te sied bien de vouloir calculer mes moyens et juger de mes ressources. Au vrai, vicomte, vos conseils m'ont donné de l'humeur, et je ne puis vous le cacher. Que pour masquer votre incroyable gaucherie auprès de votre présidente, vous m'étaliez comme un triomphe d'avoir déconcerté à un moment cette femme timide et qui vous aime, j'y consens. D'en avoir obtenu un regard, un seul regard, je souris et vous le passe. Que sentant malgré vous le peu de valeur de votre conduite, vous espériez la dérober à mon intention en me flattant de l'effort sublime de rapprocher 2 enfants
qui, tous deux, brûlent de se voir, et qui, soit dit en passant, doivent à moi seul l'ardeur de ce désir. Je le veux bien encore. Qu'enfin vous autorisiez de ces actions d'éclat pour me dire d'un ton doctoral qu'il vaut mieux employer son temps à exécuter ces projets qu'à les raconter, cette vanité ne me nuit pas, et je la pardonne. Mais que vous puissiez croire que j'ai besoin de votre prudence, que je m'égarerais en ne déférant pas à vos avis, que je dois leur sacrifier un plaisir, une fantaisie, en vérité, vicomte, c'est aussi vous trop enorgueillir de la confiance que je veux bien avoir en vous. Et qu'avez-vous donc fait que je n'ai surpassé 1000 fois? Vous avez séduit, perdu même beaucoup de femmes, mais quelles difficultés avez-vous eu à vaincre? Quels obstacles à surmonter? Où est le mérite qui soit véritablement à vous? Une belle figure, pur effet du hasard. Des grâces que l'usage donne presque toujours, de l'esprit à la vérité, mais auquel du jargon suppléerait au besoin. Une imprudence assez louable, mais peut-être uniquement due à la facilité de vos premiers succès. Si je ne me trompe, voilà tous vos moyens. Car pour la célébrité, vous avez pu acquérir, vous n'exigerez pas, je crois, que je compte pour beaucoup l'art de faire naître ou de saisir l'occasion d'un scandale. Quant à la prudence, à la finesse, je ne parle pas de moi, mais quelle femme n'en aurait pas plus que vous? Et votre présidente vous mène comme un enfant. Croyez-moi, vicomte, on acquiert rarement les qualités dont on peut se passer. Combattant sans risque, vous devez agir sans précaution. Pour vous autres hommes, les défaites ne sont que des succès de moins. Dans cette partie si inégale, notre fortune est de ne pas perdre, et votre malheur de ne pas gagner. Quand je vous accorderai autant de talent qu'à nous, de combien encore ne devrions-nous pas nous surpasser par la nécessité où nous sommes d'en faire un continuel usage? Supposons, j'y consens, que vous mettiez autant d'adresse à nous vaincre, que nous à nous défendre ou à céder. Vous conviendrez au moins qu'elle vous devient inutile après le succès. Uniquement occupé de votre nouveau goût, vous vous y livrez sans crainte, sans réserve. Ce n'est pas à vous que sa durée importe. En effet, ces liens réciproquement donnés et reçus, pour parler le jargon de l'amour, vous seul pouvez, à votre choix, les resserrer ou les rompre. Heureux encore si, dans votre légèreté préférant le mystère à l'éclat, vous vous contentez d'un abandon humiliant et ne faites pas de l'idole de la veille la victime du lendemain. Mais qu'une femme infortunée sente la première le poids de sa chaîne, quel risque n'a-t-elle pas à courir si elle tente de s'y soustraire, si elle ose seulement la soulever? Ce n'est qu'en tremblant qu'elle essaie d'éloigner d'elle l'homme que son cœur repousse avec effort. S'obstine-t-il à rester ce qu'elle accordait à l'amour? Il faut le livrer à la crainte. Ses bras s'ouvrent encore quand son cœur est fermé. Sa prudence doit dénouer avec adresse ces mêmes liens que vous auriez rompus. À la merci de son ennemi. Elle est sans ressources. Là, ils mettent un petit astérix. Donc, à la merci de son ennemi, bon, c'est une métaphore guerrière qui pourrait, à partir de cette lettre, éclairer les nouveaux rapports entre Valmont et la marquise, dont les propos ont pu la faire apparaître comme une féministe avant la lettre. Parce que c'est vrai que quand elle dit nous, bah, c'est nous les femmes, et vous, c'est vous les hommes, quoi. Donc, effectivement. Donc, je continue. À la merci de son ennemi, elle est sans ressources, s'il est sans générosité. Et comment en espérer de lui, lorsque, si quelquefois on le loue d'en avoir, jamais pourtant on ne le blâme d'en manquer. Sans doute vous ne nierez pas ces vérités que leur évidence a rendues triviales. Si cependant vous m'avez vu, disposant des événements et des opinions, faire de ces hommes si redoutables le jouet de mes caprices ou de mes fantaisies, ôter aux uns la volonté et aux autres la puissance de me nuire, si j'ai su tour à tour et suivant mes goûts mobiles, attacher à ma suite ou rejeter loin de moi. Ces tyrans détrônés devenus mes esclaves. Donc la petite astérix également. On ne sait si ce vers, donc le vers c'est « ces tyrans détrônés devenus mes esclaves », on ne sait si ce vers ainsi que celui qui se trouve plus haut, donc ses bras s'ouvrent encore quand son cœur est fermé, sont des citations d'ouvrages peu connus ou s'ils font partie de la prose de Madame Merteuil. Ce qui le ferait croire, c'est la multitude de fautes de ce genre qui se trouvent dans toutes les lettres de cette correspondance. Celles du chevalier d'Anceny sont les seules qui en soient exemptes. Peut-être que, comme il s'occupait quelquefois de poésie, son oreille plus exercée lui faisait éviter plus facilement ce défaut. Laclos reproche à Madame de Merteuil de glisser par mégarde des alexandrins dans sa prose, ce qui était à l'époque considéré comme une faute de style.
Voilà, donc tout ça, c'est, mine de rien, c'est bien quand même de lire toutes les informations pour bien comprendre les subtilités du texte, quoi. Donc là, elle dit, donc le fameux vers, « Ces tyrans détrônés, devenus mes esclaves ». Et là, elle reprend, donc, si, au milieu de ces révolutions fréquentes, ma réputation s'est pourtant conservée pure, n'avez-vous pas dû en conclure que, né pour venger mon sexe et maîtriser le vôtre, j'avais su me créer des moyens inconnus jusqu'à moi. Ah, gardez vos conseils et vos craintes pour ces femmes à délire, et qui se disent à sentiment, c'est en italique, dont l'imagination exaltée ferait croire que la nature a placé leur sens dans leur tête, qui, n'ayant jamais réfléchi, confondent sans cesse l'amour et l'amant, qui, dans leur folle illusion, croient que celui-là, seul, avec qui elles ont cherché le plaisir, en est l'unique dépositaire. Et vraies superstitieuses ont pour le prêtre le respect et la foi qui n'est dû qu'à la divinité. Craignez encore pour celles qui, plus vaines que prudentes, ne savent pas au besoin consentir à se faire quitter. Tremblez surtout pour ces femmes actives dans leur oisiveté que vous nommez sensibles et dont l'amour s'empare si facilement et avec tant de puissance, qui sentent le besoin de s'en occuper encore, même lorsqu'elles n'en jouissent pas, et s'abandonnant sans réserve à la fermentation de leurs idées, enfantent par elles ces lettres si douces mais si dangereuses à écrire et ne craignent pas de confier ces preuves de leur faiblesse à l'objet qui les cause, imprudentes, qui, dans leur amant actuel, ne savent pas voir leur ennemi futur. Ouais, donc elle se méfie de tous les hommes, quoi. Et là, elle parle des femmes un peu faibles, des femmes qui tombent amoureuses et qui disent tout à leur amant, normal, c'est leur amoureux. Et elle est tellement calculatrice et qu'elle réfléchit direct que ça va se terminer à un moment donné, qu'elle préfère ne pas avouer ses faiblesses. Elle veut montrer aucune faiblesse, quoi. Elle veut montrer qu'elle est la femme forte. Ça peut faire un peu dur, quand même. Mais bon. Donc voilà, donc en tout cas, elle le lutte. Après, de toute façon, l'homme ne m'aura pas, quoi. Donc, voilà. Mais moi, qu'ai-je de commun avec ces femmes inconsidérées? Donc voilà. Quand m'avez-vous vu m'écarter des règles que je me suis prescrites et manquer à mes principes? Je dis mes principes, et je le dis à dessein, car ils ne sont pas comme ceux des autres femmes, donnés au hasard, reçus sans examen et suivis par habitude. Ils sont le fruit de mes profondes réflexions. Je les ai créés, et je puis dire que je suis mon ouvrage. Entrée dans le monde dans le temps, où fille encore, j'étais vouée par état au silence et à l'inaction, j'ai su en profiter pour observer et réfléchir. Tandis qu'on me croyait étourdie ou distraite, écoutant peu, à la vérité, les discours qu'on s'empressait à me tenir, je recueillais avec soin ceux qu'on cherchait à me cacher. Cette utile curiosité, en servant à m'instruire, m'apprit encore à dissimuler, forcé souvent de cacher les objets de mon attention aux yeux de ceux qui m'entouraient. J'essayais de guider les miens à mon gré. J'obtins dès lors de prendre à volonté ce regard distrait que vous avez loué si souvent. Encouragé par ce premier succès, je tâchais de régler de même les divers mouvements de ma figure. Ressentais-je quelque chagrin, je m'étudiais à prendre l'air de la sérénité, même celui de la joie. J'ai porté le zèle jusqu'à me causer des douleurs volontaires, pour chercher pendant ce temps l'expression du plaisir. Je me suis travaillé avec le même soin et plus de peine pour réprimer les symptômes d'une joie inattendue. C'est ainsi que j'ai su prendre sur ma physionomie cette puissance dont je vous ai vu quelquefois si étonnée. Grande actrice, quoi. J'étais bien jeune encore et presque sans intérêt, mais je n'avais à moi que ma pensée, et je m'indignais qu'on pût me la ravir ou me la surprendre contre ma volonté. Munie de ces premières armes, j'en essayais l'usage. Non contente de ne plus me laisser pénétrer, je m'amusais à me montrer sous des formes différentes. Sûre de mes gestes, j'observais mes discours, je réglais les uns et les autres, suivant les circonstances, ou même seulement suivant mes fantaisies. Dès ce moment, ma façon de penser fut pour moi seule, et je ne montrais plus que celle qu'il m'était utile de laisser voir. Ce travail sur moi-même avait fixé mon attention, que l'expression des figures et le caractère des physionomies, et j'y gagnais ce coup d'œil pénétrant auquel l'expérience m'a pourtant appris à ne pas me fier entièrement, mais qui, en tout, m'a rarement trompée. Je n'avais pas 15 ans, je possédais déjà les talents auxquels la plus grande partie de nos politiques doivent leur réputation, et je ne me trouvais encore qu'aux premiers éléments de la science que je voulais acquérir. Vous jugez bien que, comme toutes les jeunes filles, je cherchais à deviner l'amour et ses plaisirs, mais n'ayant jamais été au couvent, n'ayant point de bonne amie et surveillée par une mère vigilante, je n'avais que des idées vagues et que je ne pouvais fixer.
La nature même, dont assurément je n'ai eu qu'à me louer, depuis, ne me donnait encore aucun indice. On eût dit qu'elle travaillait en silence à perfectionner son ouvrage. Ma tête seule fermentait, et je ne désirais pas de jouir, je voulais savoir. Le désir de m'instruire m'en suggéra les moyens. Je sentis que le seul homme avec qui je pouvais parler sur cet objet sans me compromettre était mon confesseur. Aussitôt je pris mon parti. Je surmontais ma petite honte et me vantant d'une faute que je n'avais pas commise, je m'accusais d'avoir fait tout ce que font les femmes. Ce fut mon expression. Mais en parlant ainsi, je ne savais en vérité quelle idée j'exprimais. Mon espoir ne fut ni tout à fait trompé, ni entièrement rempli. La crainte de me trahir m'empêchait de m'éclairer. Mais le bon père me fit le mal si grand que j'en conclus que le plaisir devait être extrême, et au désir de le connaître succéda celui de le goûter. Je ne sais où ce désir m'aurait conduite, et alors, dénuée d'expérience, peut-être une seule occasion m'eût perdue. Heureusement pour moi, ma mère m'annonça, peu de jours après, que j'allais me marier. Sur le champ, la certitude de savoir étreignit ma curiosité, et j'écrivais, vierge, dans les bras de M. de Merteuil. J'attendais avec sécurité le moment qui devait m'instruire, et j'eus besoin de réflexion pour montrer de l'embarras et de la crainte. Cette première nuit, dont on se fait pour l'ordinaire une idée si cruelle ou si douce, ne me présentait qu'une occasion d'expérience, douleur et plaisir. J'observais tout exactement et ne voyais dans ces diverses sensations que des faits à recueillir et à méditer. Ce genre d'étude parvint bientôt à me plaire, mais fidèle à mes principes et sentant peut-être par instinct que nul ne devait être plus loin de ma confiance que mon mari, je résolus, par cela seul, que j'étais sensible, de me montrer impassible à ses yeux. Cette froideur apparente fut par la suite le fondement inébranlable de son aveugle confiance. J'y joignis par une seconde réflexion l'air d'étourderie qu'autorisait mon âge, et jamais il ne me jugea plus enfant que dans les moments où je jouais avec plus d'audace. Cependant, je l'avouerai, je me laissais d'abord entraîner par le tourbillon du monde, et je me livrais tout entière à ces distractions futiles. Mais au bout de quelques mois, M. de Merteuil m'ayant mené à sa triste campagne, la crainte de l'ennui fit revenir le goût de l'étude, et ne m'y trouvant entouré que de gens dont la distance avec moi me mettait à l'abri de tout soupçon, j'en profitai pour donner un champ plus vaste à mes expériences. Ce fut là surtout que je m'assurais que l'amour que l'on nous vante, comme la cause de nos plaisirs, n'en est au plus que le prétexte. La maladie de M. de Merteuil vint interrompre de si douces occupations. Il fallut le suivre à la ville, où il venait chercher des secours. Il mourut, comme vous savez, peu de temps après. Et quoique, à tout prendre, je n'eusse pas à me plaindre de lui, je m'en sentis pas moins vivement le prix de la liberté qu'allait me donner mon veuvage, et je me promis bien d'en profiter. Ma mère comptait que j'entrerais au couvent ou reviendrais vivre avec elle. Je refusais l'un et l'autre parti, et tout ce que j'accordais à la décence fut de retourner dans cette même campagne où il me restait bien encore quelques observations à faire. Je les fortifiais par le secours de la lecture, mais ne croyez pas qu'elle fût toute du genre que vous la supposez. J'étudiais nos mœurs dans les romans, nos opinions dans les philosophes, je cherchais même dans les moralistes les plus sévères ce qu'ils exigeaient de nous, et je m'assurais ainsi de ce qu'on pouvait faire, de ce qu'on devait penser et de ce qu'il fallait paraître. Une fois fixé sur ces trois objets, le dernier seul présentait quelques difficultés dans mon exécution. J'espérais les vaincre et j'en méditais les moyens. Je commençais à m'ennuyer de mes plaisirs rustiques, trop peu variés pour ma tête active. Je sentais un besoin de coquetterie qui me raccommoda avec l'amour, non pour le ressentir à la vérité, mais pour l'inspirer et le feindre. En vain, m'avait-on dit, et avais-je lu, qu'on ne pouvait feindre ce sentiment. Je voyais pourtant que, pour y parvenir, il suffisait de joindre à l'esprit d'un auteur le talent d'un comédien. Je m'exerçais dans les deux genres, et peut-être avec quelques succès, mais au lieu de rechercher les vains applaudissements du théâtre, je résolus d'employer à mon bonheur ce que tant d'autres sacrifiaient à la vanité. Un an se passa dans ces occupations différentes. Mon deuil me permettant alors de reparaître, je revins à la ville avec mes grands projets. Je ne m'attendais pas au premier obstacle que j'y rencontrais. Cette longue solitude, cette austère retraite, avait jeté sur moi un vernis de pruderie qui effrayait nos plus agréables. Il se tenait à l'écart et me laissait livrer à une foule d'ennuyeux, qui tous prétendaient à ma main.
L'embarras n'était pas de les refuser, mais plusieurs de ces refus déplaisaient à ma famille. Et je perdais dans ces tracasseries intérieures le temps dont je m'étais promis un si charmant usage. Je fus donc obligée, pour rappeler les uns et éloigner les autres, d'afficher quelques inconséquences et d'employer à nuire à ma réputation le soin que je comptais mettre à la conserver. Je réussis facilement, comme vous pouvez croire, mais n'étant emportée par aucune passion, je ne fis que ce que je jugeais nécessaire et mesurai avec prudence les choses de mon étourderie. Dès que j'eus touché le but que je voulais atteindre, je revins sur mes pas et fis honneur de mon amendement à quelques-unes de ces femmes qui, dans la puissance d'avoir des prétentions à l'agrément, se rejettent sur celle du mérite et de la vertu. Ce fut un coup de partie. Un coup de partie, ça veut dire un coup qui permet de gagner la partie. Qui me valut plus que je n'avais espéré. Ces reconnaissantes duègnes s'établirent mes apologistes, et leur zèle aveugle pour ce qu'elles appelaient leur ouvrage fut porté à un point qu'au moindre propos qu'on se permettait sur moi, tout le parti prude criait au scandale et à l'injure. Le même moyen me valut encore le suffrage de nos femmes à prétention, qui, persuadées que je renonçais à courir la même carrière qu'elles, me choisirent pour l'objet de leurs éloges, toutes les fois qu'elles voulaient prouver qu'elles ne médisaient pas de tout le monde. Cependant, ma conduite précédente avait ramené les amants, et pour me ménager entre eux et mes fidèles protectrices, je me montrais comme une femme sensible, mais difficile, à qui l'excès de sa délicatesse fournissait des armes contre l'amour. Alors je commençai à déployer sur le grand théâtre les talents que je m'étais donnés. Mon premier soin fut d'acquérir le renom d'invincible. Pour y parvenir, les hommes qui ne me plaisaient point furent toujours les seuls dont j'eus l'air d'accepter les hommages. Je les employai utilement à me procurer les honneurs de la résistance, tandis que je me livrais sans crainte à l'amant préféré. Mais celui-là, ma feinte timidité, ne lui a jamais permis de me suivre dans le monde, et les regards du cercle ont été ainsi toujours fixés sur l'amant malheureux. Vous savez combien je me décide vite. C'est pour avoir observé ce que sont presque toujours les soins antérieurs qui livrent le secret des femmes. Quoi qu'on puisse faire, le ton n'est jamais le même, avant ou après le succès. Cette différence n'échappe point à l'observateur attentif, et j'ai trouvé moins dangereux de me tromper dans le choix que de le laisser pénétrer. Je gagne encore par là d'ôter les vraisemblances sur lesquelles seul on peut nous juger. Ces précautions et celles de ne jamais écrire, de ne livrer jamais aucune preuve de ma défaite, pouvaient paraître excessives et ne m'ont jamais paru suffisantes. Descendu dans mon cœur, j'y ai étudié celui des autres. J'y ai vu qu'il n'est personne qui n'y conserve un secret, qu'il lui importe qui ne soit point dévoilé. Vérité que l'Antiquité paraît avoir mieux connue que nous, et dont l'histoire de Samson pourrait n'être qu'un ingénieux emblème. Nouvelle Dalila, j'ai toujours, comme elle, employé ma puissance à surprendre ce secret important. Et de combien de nos Samsons modernes ne tiens-je pas la chevelure sous le ciseau? Et cela, j'ai cessé de les craindre. Ce sont les seuls que je me sois permis d'humilier quelquefois. Plus souple avec les autres, l'art de les rendre infidèles, pour éviter de leur paraître volage. Une feinte amitié, une apparente confiance, quelques procédés généreux, l'idée flatteuse, et que chacun conserve d'avoir été mon seul amant, m'ont obtenu leur discrétion. Enfin, quand ces moyens m'ont manqué, j'ai su, prévoyant mes ruptures, étouffer d'avance, sous le ridicule ou la calomnie, la confiance que ces hommes dangereux auraient pu obtenir. Ce que je vous dis là, vous me le voyez pratiquer sans cesse, et vous doutez de ma prudence. Eh bien, rappelez-vous le temps où vous me rendîtes vos premiers soins. Jamais hommage ne me flatta autant. Je vous désirais avant de vous avoir vu. Séduite par votre réputation, il me semblait que vous manquiez à ma gloire. Je brûlais de vous combattre corps à corps. C'est le seul de mes goûts qui ait jamais pris un moment d'empire sur moi. Cependant, si vous eussiez voulu me perdre, quel moyen eussiez-vous trouvé? De vains discours qui ne laissent aucune trace après eux? Que votre réputation même eût aidé à rendre suspect, et une suite de faits sans vraisemblance, dont le récit sincère aurait eu l'air d'un roman mal tissu? À la vérité, je vous ai depuis livré tous mes secrets, mais vous savez quels intérêts nous unissent, et si de nous deux, c'est moi qu'on doit taxer d'imprudence. Alors, petit astérix, on saura dans la suite, lettre 152,
non pas le secret de M. de Valmont, mais à peu près de quel genre il était, et le lecteur sentira qu'on n'a pas pu l'éclaircir davantage sur cet objet. Puisque je suis en train de vous rendre compte, je veux le faire exactement. Je vous entends d'ici me dire que je suis au moins à la merci de ma femme de chambre. En effet, si elle n'a pas le secret de mes sentiments, elle a celui de mes actions. Quand vous m'en parlâtes jadis, je vous répondis seulement que j'étais sûre d'elle. Et la preuve que cette réponse suffit alors à votre tranquillité, c'est que vous lui avez confié, depuis, et pour votre compte, des secrets assez dangereux. Mais à présent que Prévan vous donne de l'ombrage et que la tête vous en tourne, je me doute bien que vous ne me croyez plus sur parole. Il faut donc vous édifier. Premièrement, cette fille est ma sœur de lait. Et ce lien, qui ne nous en paraît pas un, n'est pas sans force pour les gens de cet état. De plus, j'ai son secret, et mieux encore, victime d'une folie de l'amour, elle était perdue si je ne l'eusse sauvée. Ses parents, tout hérissés d'honneur, ne voulaient pas moins que la faire enfermer. Ils s'adressèrent à moi. Je vis d'un coup d'œil combien leur courroux pouvait m'être utile. Je le secondai et sollicitai l'ordre que j'obtins. Puis, passant tout à coup au parti de la clémence, auquel j'amenais ses parents, et profitant de mon crédit auprès du vieux ministre, je les fis tous consentir à me laisser dépositaire de cet ordre, et maîtresse d'en arrêter ou demander l'exécution, suivant que je jugerais du mérite de la conduite future de cette fille. Elle sait donc que j'ai son sort entre les mains, et quand par impossible ses moyens puissants ne l'arrêteraient point, n'est-il pas évident que sa conduite dévoilée et sa punition authentique ôteraient bientôt toute créance à ce discours. À ces précautions que j'appelle fondamentales s'en joignent 1000 autres, ou locales, ou d'occasion, que la réflexion et l'habitude font trouver au besoin, dont le détail serait minutieux, mais dont la pratique est importante, et qu'il faut vous donner la peine de recueillir dans l'ensemble de ma conduite, si vous voulez parvenir à les connaître. Mais de prétendre que je me sois donné tant de soins pour n'en pas retirer de fruits, qu'après m'être autant élevée au-dessus des autres femmes par mes travaux pénibles, je consente à ramper comme elles dans ma marche, entre l'imprudence et la timidité, que surtout je puisse redouter un homme au point de ne plus voir mon salut que dans la fuite, non, vicomte, jamais. Il faut vaincre ou périr. Quant à Prévan, je peux l'avoir et je l'aurai. Il veut le dire et il ne le dira pas. Entre deux mots, voilà notre roman. Adieu. Alors, roman, dans ce cas-là, ça veut dire la marquise en est à la fois l'auteur et le personnage. La marquise est présentée comme Valmont, comme quelqu'un qui élabore des plans. Lettre 82, Cécile Volanges au chevalier d'Anceny. Mon Dieu, que votre lettre m'a fait de peine. J'avais bien besoin d'avoir tant d'impatience de la recevoir. J'espérais y trouver de la consolation et voilà que je suis plus affligée qu'avant de l'avoir reçue. J'ai bien pleuré en la lisant. Ce n'est pas cela que je vous reproche. J'ai déjà bien pleuré des fois à cause de vous sans que ça me fasse de la peine. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce donc que vous voulez me dire? Que votre amour devient un tourment pour vous? Que vous ne pouvez plus vivre ainsi, ni soutenir plus longtemps votre situation? Est-ce que vous allez cesser de m'aimer parce que cela n'est pas si agréable qu'autrefois? Il me semble que je ne suis pas plus heureuse que vous, bien au contraire, et pourtant je ne vous aime que davantage. Si M. de Valmont ne vous a pas écrit, ce n'est pas ma faute. Je n'ai pas pu l'en prier parce que je n'ai pas été seule avec lui, et que nous sommes convenus que nous ne nous parlerions jamais devant le monde, et ça, c'est encore pour vous, afin qu'il puisse faire le plus tôt ce que vous désirez. Je ne dis pas que je ne le désire pas aussi, et vous devez en être bien sûr, mais comment voulez-vous que je fasse? Si vous croyez que c'est facile, trouvez donc le moyen, je ne demande pas mieux. Croyez-vous qu'il me soit bien agréable d'être grondée tous les jours par maman, elle qui auparavant ne me disait jamais rien? Bien au contraire. À présent, c'est pis que si j'étais au couvent. Je m'en consolais pourtant en songeant que c'était pour vous. Il y avait même des moments où je trouvais que j'en étais bien aise. Mais quand je vois que vous êtes fâchée aussi, et ça sans qu'il y ait du tout de ma faute, je deviens plus chagrine que pour tout ce qui vient de m'arriver jusqu'ici. Rien que pour recevoir vos lettres, c'est un embarras. Que si M. de Valmont n'était pas aussi complaisant et aussi adroit qu'il l'est, je ne saurais comment faire. Et pour vous écrire, c'est plus difficile encore. De toute la matinée, je n'ose pas, parce que maman est tout près de moi, et qu'elle vient à tout moment dans ma chambre. Quelquefois, je le peux, l'après-midi, sous prétexte de chanter ou de jouer de la harpe,
Encore faut-il que j'interrompe à chaque ligne pour qu'on entende que j'étudie. Heureusement, ma femme de chambre s'endort quelquefois le soir, et je lui dis que je me coucherai bien toute seule, afin qu'elle s'en aille et me laisse de la lumière. Et puis, il faut que je me mette sous mon rideau, pour qu'on ne puisse pas voir de clarté, et puis que j'écoute au moindre bruit pour pouvoir tout cacher dans mon lit, si on venait. Je voudrais bien que vous y fussiez pour voir. Vous verriez bien qu'il faut bien aimer pour faire ça. Enfin, il est vrai que je fais tout ce que je peux, et que je voudrais en pouvoir faire davantage. Assurément, je ne refuse pas de vous dire que je vous aime et que je vous aimerai toujours. Jamais je ne l'ai dit de meilleur cœur. Et vous êtes fâché. Vous m'aviez pourtant bien assuré, avant que je vous l'eusse dit, que cela suffisait pour vous rendre heureux. Vous ne pouvez pas le nier, c'est dans vos lettres, quoique je ne les ai plus. Je m'en souviens comme quand je les lisais tous les jours. Et parce que nous voilà absents, vous ne pensez plus de même. Mais cette absence ne durera pas toujours, peut-être. Mon Dieu, que je suis malheureuse. Et c'est bien vous qui en êtes la cause. À propos de vos lettres, j'espère que vous avez gardé celles que maman m'a prises et qu'elle vous a renvoyées. Il faudra bien qu'il vienne un temps où je ne serai plus si gênée qu'à présent, et vous me les rendrez toutes. Comme je serai heureuse, quand je pourrai les garder toujours, sans que personne n'ait rien à y voir. À présent, je les remets à M. de Valmont, parce qu'il y aurait trop à risquer autrement. Malgré cela, je ne lui en rends jamais. Que cela ne me fasse bien de la peine. Adieu, mon cher ami. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous aimerai toute ma vie. J'espère qu'à présent, vous n'êtes plus fâché. Et si j'en étais sûre, je ne le serais plus moi-même. Écrivez-moi le plus tôt que vous pourrez, car je sens que jusque-là, je serai toujours triste. Lettre 83, le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel. De grâce, madame, renouons cet entretien si malheureusement rompu. Que je puisse achever de vous prouver combien je diffère de l'odieux portrait qu'on vous avait fait de moi. Que je puisse surtout jouir encore de cette aimable confiance que vous commenciez à me témoigner. Que de charme vous savez prêter à la vertu. Comme vous embellissez et faites chérir tous les sentiments honnêtes. Ah, c'est là votre séduction, c'est la plus forte. C'est la seule qui soit, à la fois puissante et respectable. Sans doute il suffit de vous voir pour désirer vous plaire, de vous entendre dans le cercle pour que ce désir augmente. Mais celui qui a le bonheur de vous connaître davantage, qui peut quelquefois lire dans votre âme, cède bientôt à un plus noble enthousiasme, et pénétré de vénération comme d'amour, adore en vous l'image de toutes les vertus. Plus fait qu'un autre, peut-être, pour les aimer et les suivre, entraîné par quelques erreurs qui m'avaient éloigné d'elle, c'est vous qui m'en avez rapproché, qui m'en avez de nouveau fait sentir tout le charme. Me ferez-vous un crime de ce nouvel amour? Blâmerez-vous votre ouvrage? Vous reprocheriez-vous même l'intérêt que vous pourriez y prendre? Quel mal peut-on craindre d'un sentiment si pur, et quelle douceur n'y aurait-il pas à le goûter? Mon amour vous effraie, vous le trouvez violent, effréné. Tempérez-le par un amour plus doux. Ne refusez pas l'empire que je vous offre, auquel je jure de ne jamais me soustraire, et qui, j'ose le croire, ne serait pas entièrement perdu pour la vertu. Quel sacrifice pourrait me paraître pénible, sûr que votre cœur m'en garderait le prix? Quel est donc l'homme assez malheureux pour ne pas savoir jouir des privations qu'il s'impose, pour ne pas préférer un mot, un regard accordé à toutes les jouissances qu'il pourrait ravir ou surprendre? Et vous avez cru que j'étais cet homme-là, et vous m'avez craint? Ah, pourquoi votre bonheur ne dépend-il pas de moi, comme je me vengerai de vous en vous rendant heureuse? Mais ce doux empire, la stérile amitié, ne le produit pas. Il n'est dû qu'à l'amour. Ce mot vous intimide, et pourquoi? Un attachement plus tendre, une union plus forte, une seule pensée, le même bonheur comme les mêmes peines. Qu'y a-t-il donc là d'étranger à votre âme? Tel est pourtant l'amour. Tel est au moins celui que vous inspirez et que je ressens. C'est lui surtout qui, calculant sans intérêt, sait apprécier les actions sur leur mérite et non sur leur valeur. Trésor inépuisable des âmes sensibles, tout devient précieux, fait par lui ou pour lui. Ces vérités si faciles à saisir, si douces à pratiquer, qu'ont-elles donc d'effrayant? Quelle crainte peut aussi vous causer un homme sensible, à qui l'amour ne permet plus un autre bonheur que le vôtre? C'est aujourd'hui l'unique vœu que je forme. Je sacrifierai tout pour le remplir, excepté le sentiment qui l'inspire, et ce sentiment lui-même, consentez à le partager, et vous le réglerez à votre choix. Mais ne souffrons plus qu'il nous divise, lorsqu'il devrait nous réunir. Si l'amitié que vous m'avez offerte n'est pas un vain mot, si, comme vous le disiez hier,
C'est le sentiment le plus doux que votre âme connaisse. Que ce soit elle qui stipule entre nous, je ne la récuserai point. Mais juge de l'amour, qu'elle consente à l'écouter. Le refus de l'entendre deviendrait une injustice, et l'amitié n'est point injuste. Un second entretien n'aura pas plus d'inconvénients que le premier. Le hasard peut encore en fournir l'occasion, vous pourriez vous-même en indiquer le moment. Je veux croire que j'ai tort. N'aimerez-vous pas mieux me ramener que me combattre? Et doutez-vous de ma docilité? Si ce tiers importun ne fût pas venu nous interrompre, peut-être serais-je déjà entièrement revenu à votre avis. Qui sait jusqu'où peut aller votre pouvoir? Vous le dirai-je, cette puissance invincible à laquelle je me livre sans oser la calculer, ce charme irrésistible qui vous rend souveraine de mes pensées comme de mes actions. Il m'arrive quelquefois de les craindre. Hélas, cet entretien que je vous demande, peut-être est-ce à moi à le redouter. Peut-être après, enchaîné par mes promesses, me verrai-je réduit à brûler d'un amour que je sens bien, qui ne pourra s'éteindre sans oser même implorer votre secours. Ah, madame, de grâce, n'abusez pas de votre empire. Mais quoi? Si vous devez en être plus heureuse, si je dois vous en paraître plus digne de vous, quelles peines ne sont pas adoucies par ces idées consolantes? Oui, je le sens, vous parlez encore, c'est vous donner contre moi de plus fortes armes, c'est me soumettre plus entièrement à vos volontés. Il est plus aisé de se défendre contre vos lettres, ce sont bien vos mêmes discours, mais vous n'êtes pas là pour vous leur prêter des forces. Cependant, le plaisir de vous entendre m'en fait braver le danger. Au moins aurai-je ce bonheur d'avoir tout fait pour vous, même contre moi. Et mes sacrifices deviendront un hommage. Trop heureux de vous prouver de 1000 manières, comme je le sens de 1000 façons, que sans m'en accepter, vous serez toujours l'objet le plus cher à mon cœur. Oh, c'est beau. Du château de nanana, ce 23 septembre. Lettre 84, le vicomte de Valmont à Cécile Volanges. Vous avez vu combien nous avons été contrariés hier. De toute la journée, je n'ai pas pu vous remettre la lettre que j'avais pour vous. J'ignore si j'y trouverai plus de facilité aujourd'hui. Je crains de vous compromettre en y mettant plus de zèle que d'adresse. Et je ne me pardonnerai pas une imprudence qui vous deviendrait si fatale et causerait le désespoir de mon ami, en vous rendant éternellement malheureuse. Cependant, je connais les impatiences de l'amour. Je sens combien il doit être pénible dans votre situation d'éprouver quelque retard à la seule consolation que vous puissiez goûter dans ce moment. À force de m'occuper des moyens d'écarter les obstacles, j'en ai trouvé un dont l'exécution sera aisée, si vous y mettez quelques soins. Je crois avoir remarqué que la clé de la porte de votre chambre, qui donne sur le corridor, est toujours sur la cheminée de votre maman. Tout deviendrait facile avec cette clé, et vous devez bien le sentir, mais à son défaut, je vous en procurerai une semblable et qui la suppléera. Il me suffira pour y parvenir d'avoir l'autre 1 heure ou 2 à ma disposition. Vous devez trouver aisément l'occasion de la prendre, et pour qu'on ne s'aperçoive pas qu'elle en manque, j'en joins ici une à moi qui est assez semblable, pour qu'on n'en voie pas la différence, à moins qu'on ne l'essaie, et qu'on ne tentera pas. Il faudra seulement que vous ayez soin d'y mettre un ruban bleu et passer comme celui qui est à la vôtre. Il faudrait tâcher d'avoir cette clé pour demain ou après-demain, à l'heure du déjeuner, parce qu'il vous sera plus facile de me la donner alors, et qu'elle pourra être remise à sa place pour le soir, temps où votre maman pourrait y faire plus attention. Je pourrais vous la rendre au moment du dîner, si nous nous entendons bien. Vous savez que quand on passe du salon à la salle à manger, c'est toujours Madame de Rosemonde qui marche la dernière. Je lui donnerai la main. Vous n'aurez qu'à quitter votre métier de tapisserie, lentement, ou bien laisser tomber quelque chose de façon à rester en arrière. Vous saurez bien alors prendre la clé, que j'aurai soin de tenir derrière moi. Il ne faudra pas négliger, aussitôt après l'avoir prise, de rejoindre ma vieille tante et de lui faire quelques caresses. Si par hasard vous laissiez tomber cette clé, n'allez pas vous déconcerter. Je feindrai que c'est moi, et je vous réponds de tout. Le peu de confiance que vous témoigne votre maman et ses procédés si durs envers vous autorise le reste, cette petite supercherie. C'est au surplus le seul moyen de continuer à recevoir les lettres de Danceny et à lui faire passer les vôtres. Tout autre est réellement trop dangereux et pourrait vous perdre tous les deux sans ressources. Aussi ma prudente amitié se rapprocherait-elle de les employer davantage. Une fois maître de la clé, il nous restera quelques précautions à prendre contre le bruit de la porte et de la serrure, mais elles sont bien faciles. Vous trouverez sous la même armoire où j'avais mis votre papier de l'huile et une plume. Vous allez quelquefois chez vous,
à des heures où vous y êtes seul. Il faut en profiter pour huiler la serrure et les gonds. La seule attention à avoir est de prendre garde aux taches qui déposeraient contre vous. Il faudra aussi attendre que la nuit soit venue, parce que si cela se fait avec l'intelligence dont vous êtes capable, il n'y paraîtra plus le lendemain matin. Si pourtant on s'en aperçoit, n'hésitez pas à dire que c'est le frotteur du château. Il faudrait dans ce cas spécifier le temps, même les discours qu'il vous aura tenus, comme par exemple qu'il prend ce soin contre la rouille pour toutes les serrures dont on ne fait pas usage, car vous sentez qu'il ne serait pas vraisemblable que vous eussiez été témoin de ce tracas sans en demander la cause. Ce sont ces petits détails qui donnent la vraisemblance, et la vraisemblance rend les mensonges sans conséquence, en notant le désir de les vérifier. Après que vous aurez lu cette lettre, je vous prie de la relire, et même de vous en occuper. D'abord, c'est qu'il faut bien savoir ce qu'on veut bien faire. Ensuite, pour vous assurer que je n'ai rien omis, peu accoutumé à employer la finesse pour mon compte, je n'en ai pas grand usage. Il n'a pas même fallu moins que ma vive amitié pour Danceny et l'intérêt que vous inspirez pour me déterminer à me servir de ces moyens, quelque innocent qu'il soit. Je hais tout ce qui a l'air de la tromperie, c'est là mon caractère. Mais vos malheurs m'ont touché au point que je tenterai tout pour les adoucir. Vous pensez bien que cette communication, une fois établie entre nous, il me sera bien plus facile de vous procurer avec Danceny l'entretien qu'il désire. Cependant, ne lui parlez pas encore de tout ceci, vous ne feriez qu'augmenter son impatience, et le moment de le satisfaire n'est pas encore tout à fait venu. Vous lui devez, je crois, de la calmer plutôt que de l'aigrir. Je m'en rapporte là-dessus à votre délicatesse. Adieu, ma belle pupille, car vous êtes ma pupille. Aimez un peu votre tuteur, et surtout, ayez avec lui de la docilité. Vous vous en trouverez bien. Je m'occupe de votre bonheur, et soyez sûr que j'y trouverai le mien. De ce 24 septembre 1700, blablabla.